Bonjour, vous le savez, le but de la chaîne est de parler de microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de grand froid. Get in. La psychrophilie, c'est un truc qui remonte à longtemps. Un peu comme la piézophilie de l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas vu, il est toujours en ligne, et il est dans la description. Allez faire un tour. En effet, la psychrophilie a été découverte au XIXe siècle par Foster, où il a décrit des micro-organismes qui poussaient dans le froid à 0 degré. Donc oui, un peu frais. La psychrophilie, c'est un cercle de microbes très fermé, des microbes qui ne poussent qu'à des températures inférieures à 15 degrés. Des microbes qui préfèrent le froid, donc. En même temps, c'est marqué dessus. Psychro étant le grec pour froid, et philie, le grec pour aimer. Donc oui, ce sont des organismes qui aiment le froid. Je crois que j'ai jeté un froid. Encore une fois, je le rappelle, mais le principe de psychrophile, ça reste très anthropocentré. Parce que si pour nous, 4 degrés, c'est froid, pour nos micro-organismes du jour, c'est plutôt sympa. Retenez bien ça. Et retenez que le terme de thermophile, il est relatif par rapport à nous. Pour un psychrophile, nous sommes extrémophiles. Enfin, je doute qu'un microbe sache qu'on existe. Encore une fois, on va faire une petite différence rapide sur deux termes, les psychrophiles et les psychotrophes. Les psychrophiles sont des micro-organismes qui poussent très bien en dessous de 15 degrés Celsius. Ce sont leur optimum de température. Au-dessus de ça, il fait trop chaud. Pour un psychrophile, 20 degrés, c'est trop chaud. Oui, les Bretons sont un peu psychrophiles. Ça m'a littéralement cuit les boules. Les psychotrophes, on peut également les appeler des psychotolérants. Des micro-organismes qui se développent très bien à température ambiante, mais pour qui le froid pose pas trop de problèmes. Ils aiment pas ça, mais ils arrivent quand même à se développer. On estime que 85% de la Terre est exposée à une température de 5 degrés ou moins de manière permanente. Oui, je sais, ça semble beaucoup, mais rappelez-vous que la Terre est recouverte de 70% d'eau. Et dans ces 70% d'eau, il y a une énorme part de cette eau qui est de l'eau profonde, donc avec une température d'environ 4 degrés. Pour être plus précis, c'est même en dessous de 1000 mètres qu'il fait 4 degrés. Et en dessous de 1000 mètres sur Terre, c'est assez commun. On a aussi les régions polaires qui comptent 15% de la surface terrestre, auxquelles on peut ajouter 5% entre les zones montagneuses, les glaciers et le permafrost. D'ailleurs, j'ai vu un glacier récemment, pendant une expédition scientifique, dont je vais faire une vidéo dessus. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. Et si pour vous 5 degrés c'est froid, pour nos braves petites bêtes du jour, c'est un peu l'équivalent d'un jacuzzi. Elles aiment bien. Pour aller un peu plus profond dans la diversité des environnements froids, on y trouve les fonds marins, qui représentent 80% du volume des océans, suivi par la neige, qui représente 35% de la surface terrestre, le pergélisol, qui représente lui 24%, la glace de mer, qui représente 13%, et les glaciers, qui représentent 10% de la surface terrestre. Puis on a ensuite les lacs, les sols, les déserts froids. Oui, il existe des déserts froids. Bref, tout un tas d'environnements divers et variés. Vous vous en doutez, si on a une diversité d'endroits où trouver des psychrophiles, on a une diversité de psychrophiles. D'Arctique en Antarctique, des fonds océaniques à l'Himalaya, des psychrophiles, on en trouve partout. Et vous vous en doutez, surtout si vous avez suivi les 2 derniers épisodes, mais les psychrophiles peuvent également être polyextrémophiles, des petits organismes cumulars qui vont jouer sur plusieurs tableaux pour être extrêmes. On a donc par exemple les psychropiézophiles, des micro-organismes que l'on trouve dans les fonds marins sous très forte pression et à des températures très basses, mais également des psychro-halophiles, des micro-organismes qui adorent le sel et le froid. Donc oui, rien à voir avec Halo. De toute façon, Halo, maintenant, je ne vais pas vous embarrasser avec toute la diversité et la phylogénie des micro-organismes psychrophiles. J'en ai trouvé toute une ribambelle et ils apparaissent actuellement à l'écran. Mais bon, vous faire tout un listing de telle ou telle bébête, ça va être long et chiant, et je pense que la dernière vidéo était déjà assez longue comme ça. Mais l'info à retenir, c'est que c'est très varié, et encore là, à l'écran, je n'ai que des bactéries. Je parle pas des archées, je parle même pas des fungi. Oui, je sais, tu aimes que je parle des fungi, parce que je parle de microbes, et tu me le rappelles souvent. Mais ne t'inquiète pas, j'ai pas oublié, c'est juste que
je me concentre sur les choses auxquelles je sais un petit peu plus. Un jour, on parlera un peu plus des fongies. Il y a également des algues, mais bon, j'ai la flemme et j'aime bien les bactéries et les archées, donc on va parler des bactéries et des archées. Alors on va faire un petit tour rapide des différentes adaptations des psychrophiles. Vous commencez à connaître la chanson. Puis après on verra les différentes utilités qu'on peut en faire en industrie. Il y a des trucs plutôt cool. L'impact du froid sur les micro-organismes est intéressant à comprendre parce qu'ils permettent de savoir justement comment ces impacts impactent la croissance de nos micro-organismes. Et donc ça nous permet également d'avoir une vision plus globale. Le froid a quand même de nombreux effets sur la membrane, sur les protéines, sur l'ADN, bref, il y a tout un tas de choses qui sont impactées par le froid. Si vous avez vu l'épisode d'avant, vous allez trouver certaines similitudes avec la pression. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, vous pouvez le regarder après. Les membranes lipidiques des bactéries et des archées psychrophiles ont plus de lipides dits insaturés. Un lipide insaturé, c'est quoi? C'est un lipide qui a une double liaison au niveau de 2 atomes de carbone. La conséquence à ça, c'est qu'ils sont plus fluides. Comme le froid a tendance à rigidifier les membranes, eh bien avoir un lipide plus fluide, c'est plutôt sympa. Vous voyez ça comme une potion de résistance au froid. Et comment nos microbes savent ça? Eh bien, au travers de leur membrane, ils ont des protéines, et ces protéines vont leur servir de détecteurs. Et ces détecteurs vont permettre de sentir quand la température diminue. Puis, ces détecteurs vont transmettre une information qui va dire à la cellule qu'il est temps de faire plus de lipides insaturés, histoire d'être un peu plus fluide, et donc de ne pas rigidifier sa membrane. Parce qu'une membrane rigide, c'est une membrane qui est imperméable. Une membrane imperméable, c'est une membrane qui ne permet pas l'échange avec l'environnement. C'est un peu comme si je vous cousais la bouche. C'est pas terrible pour manger. Eh bien là c'est pareil. N'allez pas coudre la bouche de quelqu'un s'il vous plaît. On sait jamais, vu l'ambiance actuelle, je préfère préciser. Les psychrophiles ont été identifiés comme producteurs de pigments. Des pigments comme des caroténoïdes. Oui, vous avez déjà entendu parler des caroténoïdes. Que vous suivez la chaîne, ou non. Et oui, les caroténoïdes sont bien pour résister aux radiations. Vidéo en description. Mais les caroténoïdes, ils font plein de trucs. Ils servent à maintenir l'intégrité de votre membrane plasmique, à résister au stress causé par les UV, et également ils donnent le teint frais. Je sais pas pour le dernier, mais de toute façon c'est une bactérie. Elle s'en fout d'avoir le teint frais. Par exemple, la bactériorubéine est un pigment suspecté de jouer un rôle dans la fluidité de la membrane. La bactériorubéine, ne vous inquiétez pas, on va en parler beaucoup dans un autre épisode. Beaucoup. Les psychrophiles produisent également de l'antigel. Tu es à court d'antigel. Ou plutôt des protéines antigel. Ces protéines antigel sont des protéines, oui je sais, faut suivre le rythme, mais j'essaye d'y aller un peu mollo, qui vont justement contrecarrer différents effets du gel. Notamment, ils vont diminuer la température à laquelle l'eau gèle dans la cellule, ce qui va prévenir la formation de cristaux de glace, ce qui va empêcher ces cristaux de glace de déchirer votre ADN et votre membrane. Ce qui, vous serez d'accord, est un sort peu enviable. On a également les EPS, les exopolysaccharides, dont on a parlé beaucoup dans les épisodes sur les biofilms. Et si vous n'avez pas suivi, les EPS, ce sont des sucres, un peu modifiés. Et ces EPS, ils protègent de la dessiccation, la déshydratation de votre cellule, mais tout comme les pigments, ils servent aussi à protéger votre cellule de la formation de cristaux de glace. Ce qui est encore une fois plutôt sympa. Il y a également formation de cryoprotectants, des molécules un peu fourre-tout que l'on met dans cette catégorie, qui sont différents des protéines antigel. C'est le cas du tréhalose et de la glycine bétaïne. Tréhalose dont on a parlé aussi dans les vidéos sur les radiorésistants. Comme quoi le tréhalose, ça sert à plein de trucs. Et ces deux molécules, glycine bétaïne et tréhalose, ils pourraient servir à empêcher l'agglutination de cellules quand la température diminue. Parce que quand la température diminue, les cellules s'agglutinent, ce qui les empêche d'interagir avec leur environnement.
mais c'est un milieu de recherche qui est encore peu exploré. Il faut donc plus de financement, et donc plus de financement, et donc moins d'optimisation fiscale. Les cold shock protéines sont un peu l'équivalent des heat shock protéines pour les thermophiles. Oui, je sais, on n'a pas parlé des thermophiles encore, mais ça va vous donner une vague idée. Les cold shock protéines sont des protéines synthétisées quand il fait froid. Ces protéines vont être synthétisées et protéger votre ADN des effets délétères des températures trop basses. En gros, quand ça sent le sapin, votre bactérie ou votre archée va produire ces protéines qui vont venir s'enrouler autour de votre ADN et qui vont le protéger. Si vous vous demandez ce qu'est la génétique d'une bactérie ou d'une archée, on a un épisode dessus. Encore une fois, le lien est en commentaire. Ça va vous surprendre, ou pas, mais des microbes qui vivent dans le froid ont des protéines qui sont actives dans le froid, et uniquement dans le froid. En effet, on a remarqué que les protéines spéciales que produisaient les psychrophiles, qu'on va appeler des protéines psychrophiles, étaient jusqu'à 10 fois plus efficaces dans le froid que les protéines de microbes normaux, les microbes mésophiles, qui poussent à température ambiante. Il y a tout un tas de recherches qui ont été faites sur les protéines psychrophiles. Et peut-être même qu'un jour on pourra y faire un épisode consacré, parce qu'il y a de quoi dire. Mais retenez que ces protéines sont très efficaces à froid. 10 fois plus efficaces que des protéines qui sont à température ambiante. Mais l'inverse est vrai. Ces protéines résistent très mal à la chaleur. Et donc quand il fait 20 degrés, ou 30 degrés, ou 40 degrés, ou 100 degrés comme ici à Los Angeles, ces protéines font un peu la tronche. Les protéines du froid sont des protéines plus actives dans le froid. Pourquoi ? Parce qu'elles sont flexibles. Pas trop, mais assez flexibles pour faire leur boulot, pour interagir avec les différents substrats dans une cellule. Et comment ça se fait qu'elles sont flexibles ? C'est leur composition. En effet, une protéine, vaguement, c'est composé de ce que l'on appelle des feuillets bêta et des hélices alpha. Est-ce que vous avez besoin de retenir ça ? Non. Est-ce que vous avez besoin de retenir l'épisode ? Non. Mais vous pouvez le liker, le commenter, le partager. Ça fait pas de mal. Et on a remarqué que les protéines de froid, les protéines de psychrophiles, elles avaient plus d'hélices alpha et moins de feuillets bêta. Elles étaient donc un peu plus flexibles. Ce qui tombe bien, parce que je vous le rappelle, mais le froid, ça va rigidifier votre protéine. Ça va donc la rendre moins flexible. C'est donc un mécanisme de contre-mesure. Les gaz ont tendance à se dissoudre beaucoup mieux dans les fluides froids que dans les fluides chauds. Je ne m'avance pas là-dessus, c'est pas mon taf. Les micro-organismes psychrophiles ont plus de superoxyde dismutase et de catalase. Des protéines qui vont interagir et protéger des stress causés par l'oxygène. Parce que ces micro-organismes, en général, sont anaérobiques. Mais également parce qu'il y a une plus grande concentration de gaz dans leur milieu, vu que le liquide est plus froid. Ils vont donc essayer de contrer les effets négatifs d'une grosse concentration de gaz. Dans ce cas-là, l'oxygène. Vous vous en doutez, quand on fait une découverte scientifique, on essaye de s'en servir. Que ce soit pour notre vie de tous les jours ou pour que quelqu'un se fasse un petit peu d'argent. Et les psychrophiles, ils ont énormément de potentiel. Notamment pour la bioremédiation, la dépollution de sol, mais également pharmaceutique, le minage, le traitement de déchets, en alimentaire ou en agriculture. C'est pour ça que c'est important de financer la recherche, même dans des domaines qui ne vous intéressent pas forcément. Vous ne savez jamais ce que vous allez trouver. Ce qui est sympa quand vous avez des enzymes et des protéines qui sont actives à faible température, c'est que vous pouvez les utiliser à faible température, ce qui vous empêche de dénaturer vos aliments. On peut penser par exemple au traitement par de la bêta-galactosidase de psychrophile qui sera plus active à froid et va donc éviter de chauffer votre produit et donc de changer son goût et sa texture. Et oui, la bêta-galactosidase, c'est pour digérer le lactose dans le lait. On peut également utiliser ces enzymes en agroalimentaire pour la formation des jus, prédigérer ces jus pour éviter la formation de troubles à l'intérieur, ce qui les rend un peu plus vendeurs. Dans l'industrie brassicole, ces mêmes enzymes peuvent être utilisées pour le brassage à froid, ce qui vous évite de chauffer, ce qui accessoirement vous évite de dépenser énormément d'énergie pour chauffer.
De manière générale, on peut également utiliser des protéases, des enzymes qui vont digérer les protéines, dans le milieu de l'alimentaire, pour le traitement de diverses viandes et poissons, de fruits de mer, afin de se débarrasser des produits indésirables, et probablement d'éviter la formation de toxines. En pharmaceutique, on s'est rendu compte que de nombreux psychrophiles pouvaient produire de potentiels antibiotiques. Je ne sais pas si vous savez, mais on a un petit problème de résistance aux antibiotiques dernièrement. On peut également utiliser les acides gras insaturés des membranes des psychrophiles en aquaculture, en tant qu'aliment pour les poissons. Accessoirement, ça sert aussi pour le traitement de maladies cardiovasculaires. Potentiellement. Prenez ce que je dis avec des pincettes. On peut utiliser des enzymes telles que des lipases, des protéases et des amylases, des protéines qui vont dégrader d'autres trucs, dans l'industrie très polluante du textile. Outre le fait qu'on peut utiliser des protéines de psychrophiles pour les lessives de lavage à froid, oui, c'est de là que viennent vos lessives de lavage à froid, de microbes des profondeurs, eh bien, il y a également tout un tas d'utilisations qui peuvent se faire, notamment pour la préservation du textile, de la texture et des couleurs. En gros, ces protéines de psychrophiles permettraient de mettre en place des technologies un peu plus respectueuses de l'environnement pour protéger les teintes et la texture des différents habits que nous portons au jour le jour. Enfin, un peu plus respectueuse de l'environnement, la barre est quand même relativement basse, donc c'est quand même difficile de faire pire. Enfin, dans le pelage industriel de cuir, traditionnellement, on utilise des protéines actives à 37 degrés, ce qui signifie qu'il faut chauffer. Sauf que l'utilisation de protéines psychrophiles va vous permettre de ne pas avoir à chauffer. Ça réduit votre facture d'électricité et, dépendamment du pays où vous vivez, du taux de CO2 que vous rejetez. Et on dit bonjour à nos voisins allemands. Les micro-organismes psychrophiles seraient capables de dépolluer des sols. En gros, un microbe qui vit dans le froid serait capable de manger du pétrole. Ce qui est plutôt pas mal. En effet, il a été noté que certains microbes se développant dans des régions froides seraient capables de dégrader des hydrocarbures. Des microbes tels que des rhodococcus, des pseudomonas et des pseudo-haltéromonas. Aujourd'hui, je vous mets 3 groupes, je me sens généreux. En plus de dépolluer des sols, certains psychrophiles produisent des substances qui faciliteraient la croissance des végétaux, ce qui permettrait la dépollution des sols, mais également leur réhabilitation. Si un truc pousse, c'est plutôt bon signe. En effet, les régions froides abritent de nombreux microbes psychrophiles. Oui, je sais, on est aussi loin dans l'épisode et on continue d'apprendre des choses. Et ces microbes psychrophiles produiraient des molécules qui seraient capables de booster la croissance des plantes. Mais en gros, un psychrophile, ça pourrait nous servir à dépolluer les sols qu'un industriel peu scrupuleux a pollué comme un gros cochon, mais également à faire pousser des plantes après ça. Plutôt pas mal pour une petite bête. La plupart des études sous forte pression hydrostatique, donc l'étude de piezophile, portent également sur des psychrophiles. C'est pas qu'on aime les défis en microbiologie, c'est juste que dans les fonds marins, quand il fait froid et qu'il y a beaucoup de pression, les micro-organismes qui poussent, souvent ils ont besoin de froid et de beaucoup de pression. Sachant que les océans profonds, ça a une température en dessous de 4 degrés. Mais ça induit beaucoup de problèmes. Parce que même si certains psychrophiles ne poussent pas forcément qu'à forte pression, on se retrouve quand même avec des microbes qui poussent à très faible température. Et vous savez ce qu'il faut pour cultiver un microbe à faible température ? Il faut un gros frigo. Et il faut travailler dans ce gros frigo. Vous allez donc vous retrouver avec un matériel qui doit être à température ambiante, c'est-à-dire 4 degrés, parce que si votre matériel est à la température ambiante de maintenant, vous allez cuire vos microbes. Et ça s'accompagne également d'un autre effet, c'est que votre microbe, il est lent. Il est très lent. On parle de microbes qui ont un temps de doublement de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Certains même seraient de plusieurs mois. Je vous rappelle qu'Escherichia coli se divise toutes les 20 minutes. C'est pour vous dire à quel point ces microbes sont lents. Donc quand vous bossez sur des psychrophiles, en général, ce n'est pas votre plus grand projet. Parce que ça veut dire que votre plus grand projet fera une avancée toutes les 15 ans. Et vous avez besoin de financement entre-temps. Et voilà, on en a fini pour les
psychrophiles, les micro-organismes du froid, les micro-organismes qui poussent lentement, qui posent plein de problèmes, plein de questions, plein de challenges pour leur description et leur étude, mais qui s'adressent à être extrêmement prometteurs. Ils peuvent être utilisés en pharmaceutique, ils peuvent être utilisés pour dépolluer des sols, ils peuvent être utilisés en textile et en alimentaire, bref, ces petites bêtes peuvent être utiles à nous pauvres mortels. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que cette série sur les extrémophiles vous plaît toujours. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, liker, partager et à vous abonner, ça me fait plaisir et vous, ça ne vous coûte rien. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.